Bonjour, peut-être que ce contexte est un peu inhabituel pour cette chaîne, car j'ai tendance à tout laisser de côté et à me concentrer sur le plus grand professionnalisme possible. Mais je pense que ces moments sont aussi nécessaires, car peu de personnes imaginent ce que cela signifie de travailler derrière les lignes de combat. Appelons-le comme ça. Informer sur n'importe quel type de conflit, surtout lorsqu'il s'agit d'un conflit armé, a forcément un prix. Et généralement, c'est nous qui payons ce prix. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler d'une dernière minute que j'aimerais que le plus de gens possible puissent voir. Parce qu'en ce moment même, le front ukrainien. Et ici, nous allons combiner, je le dis souvent, un journalisme combatif, oui, mais aussi avec un visage humain, parce que cela a vraiment beaucoup à voir. Ce ne sont pas des informations froides et insensibles que vous voyez simplement et, que vous laissez quelque part dans votre conscience jusqu'à la prochaine information que vous recevrez. Ou peut-être pour l'oublier là pour toujours, la vérité c'est que ce qui se passe actuellement sur le front a un coût extrêmement élevé. Non seulement en vies humaines du côté des soldats, mais aussi pour beaucoup de personnes comme moi. Le coût personnel, le coût psychologique, le coût de l'usure émotionnelle. Je souhaite, je le répète, que le plus de personnes possible voient cette vidéo. Pas seulement pour connaître la situation en Ukraine, qui est en ce moment absolument critique pour l'armée ukrainienne, mais surtout pour se rendre compte d'une seule chose, celle qui me fait pleurer, jour après jour. Et c'est ce qui reste derrière les caméras et que vous ne voyez jamais. Chaque fois que je prépare, enfin, très souvent je prépare un rapport, ou que j'analyse la situation, ou que je parle avec des militaires, j'ai en tête une seule chose qui est la clé de tout cela. La fin est absolument inévitable et la seule chose qui va changer en cours de route, c'est le nombre de personnes qui souffrent, aussi bien parmi les civils que parmi les militaires impliqués dans tout cela, aussi bien du côté russe que du côté ukrainien, que personne ne se fasse d'illusions. Je comprends que pour la population occidentale, ce conflit semble extrêmement lointain. Et je comprends que les médias occidentaux ne font que répéter que la Russie ne se serait pas impliquée et ce serait fini, mais même quand la Russie ne s'impliquait pas, il y avait déjà des gens ici qui vivaient sous les bombardements. Le fait est que maintenant la situation de l'Ukraine est absolument critique parce que, ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas ici seulement pour écouter mes larmes et à quel point j'en ai assez de laisser l'émotionnel derrière la caméra. Je me concentre sur les progrès, comme si ces avancées n'impliquaient pas des pertes des deux côtés, des pertes constantes qui, en réalité, apportent d'énormes bénéfices à ceux qui en profitent toujours. Et ils sont payés d'une part avec le sang des militaires, qu'ils soient russes ou ukrainiens, mais d'autre part, ils sont surtout payés avec les impôts des Occidentaux. Certains ne croient même plus à cette farce. Ils n'ont d'autre choix que de continuer à contribuer, parce que leurs élites ont décidé qu'une guerre est une bonne occasion de s'enrichir au détriment de la souffrance des autres. Ce n'est évidemment pas la seule, et ici nous avons parlé de beaucoup d'autres. En ce moment même, les forces armées ukrainiennes sont en train de faire exploser le barrage de Belgorod, l'un des plus grands de la région en fait. Eh bien, moi... Voilà le deuxième. Il vole. Fondamentalement, pour inonder les positions de la Fédération de Russie dans la zone de Balchansk. Et je ne dis pas cela dans le sens de « s'il vous plaît, sauvons les soldats russes ». Je n'attends plus, à ce stade de l'histoire, aucune forme de compassion. Oui, je le dis parce que cela indique que la situation est absolument critique. C'est le cas à Balchansk, où les soldats russes ont récemment progressé jusqu'au sud de la ville, atteignant l'usine d'extraction d'huile. Et il y a des images qui confirment cette avancée absolument brutale et qui remettent en question l'avenir de la localité. Définitivement, aux mains de la Fédération de Russie, nous connaissons la fin. Mais à cela, nous devons également ajouter ce qui se passe en ce moment à Zaporijjia, où la Fédération de Russie s'est emparée de 3 localités clés en même temps. Et vous le voyez, sur cette carte, ces rectangles qui entourent les noms des localités en question sont parfaitement alignés. Parce que cela rapproche les forces armées de la Fédération de Russie de l'arrière d'une autre localité clé dans cette zone, dans la région de Zaporijjia, qui est Gulaïpol.
parce que l'Ukraine fortifiait le flanc sud et ne s'attendait absolument pas à ce que la Russie attaque depuis le nord-ouest, d'où il est très probable qu'elle finisse par s'approcher des forces armées ukrainiennes. Donc cela fait déjà 2 zones. À cela, il faut ajouter ce dont nous avons parlé lors du direct d'hier, la situation absolument critique des forces armées ukrainiennes à Pakrovsk et Mirnograd. Tellement critique que même Vladimir Zelensky lui-même l'a reconnu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit, bien sûr à demi-mot, mais il a déjà dû avouer que les troupes russes exercent une pression là-bas. Selon la version de la Fédération de Russie, il y a 5500 soldats ukrainiens qui sont actuellement encerclés par le feu russe. Contre Pakrovsk, les Russes ont concentré leur principal groupe d'attaque et il s'agit d'un nombre considérable de troupes de l'occupant. Bien sûr, cela crée une situation compliquée aussi bien à Pakrovsk que dans les zones voisines. Il y a de violents combats à l'intérieur de la ville et à ses abords. La logistique est difficile, mais nous devons continuer à détruire l'occupant, nous devons continuer à infliger aux Russes le plus de pertes possible. Ces déclarations de Zelensky lui-même sont absolument essentielles, car elles reconnaissent déjà qu'ils ne peuvent pas conserver la localité. On ne parle même pas de cette question, mais on met en évidence le but ultime de tout cela, qui est de causer à la Fédération de Russie autant de dégâts que possible, et par conséquent, éliminer autant de forces ennemies que possible. C'est la guerre pour faire la guerre. À ces avancées, il faut également ajouter les progrès récents réalisés à Kupiansk, où les forces armées ukrainiennes sont en grande partie déjà en train de battre en retraite. Le problème, c'est qu'ils doivent le faire en traversant la rivière Oskol, et cela tout en transportant leur équipement militaire avec eux. Ce repli va-t-il devenir un véritable cauchemar et probablement se traduire par presque autant de pertes que dans la situation de Pakrovsk, comme s'il s'agissait de Pakrovsk ou de Mirnograd, où une grande partie des forces armées ukrainiennes sont encore obligées, parce que ce sont les ordres du régime de Kiev, de rester dans la localité en question. La situation, en fait, à Pakrovsk et à Mirnograd, est au bord de l'effondrement. Ils y ont déjà envoyé des unités d'élite, une partie d'entre elles, tandis que la majorité a été transférée à Grigorovka, qui est une localité voisine. Mais il y a une autre partie, les forces d'élite du direction principale du renseignement, qui essaient de mener des actions de reconnaissance et de sabotage, ne serait-ce que pour ralentir l'offensive de la Fédération de Russie. Ici, nous revenons à ces images absolument terribles. Si elle est maintenant obligée de relâcher de l'eau, le barrage sous les attaques constantes des forces armées ukrainiennes continuera probablement à subir ces attaques en question. Je doute fort qu'il puisse tenir sans relâcher de plus en plus d'eau, ce qui inondera la région, ce qui se traduira sans aucun doute par une catastrophe au moins environnementale. Bien sûr, cela n'intéresse personne, et je le répète, nous ne parlons même pas de la population russe qui pourrait en souffrir. Les soldats russes qui vont être obligés de changer de position parce que les leurs vont être inondés, n'est-ce pas? Après tout, nous parlons d'une guerre. C'est logique, puisque l'Ukraine bombarde aussi des cibles civiles pour essayer de freiner l'avancée de la Fédération de Russie. Mais le point clé de tout cela, et c'est pour cela que, excuse-moi, aujourd'hui j'ai décidé de le faire ainsi, de façon aussi expressive, ce que j'essaie d'éviter à tout prix la plupart du temps. Mais je pense qu'il est nécessaire d'insister sur cette question. Il est absolument inévitable qu'un jour ils devront signer la paix, il est absolument inévitable qu'ils devront non seulement signer la paix, mais aussi la capitulation. Plus ils tarderont, plus ils perdront de territoire, plus ils perdront d'hommes, plus de gens mourront de façon générale. Et bon, peut-être que cela ne servira pas à grand-chose, même si moi, je pense que si. Petit à petit, on arrive au moins à faire prendre conscience de ces choses aux gens et de plus en plus de personnes sont informées à ce sujet. C'est en réalité le travail auquel je me consacre. Eh bien, que le monde entier sache d'une part que la fin est absolument inévitable et d'autre part qu'on sait parfaitement comment tout cela va finir. Il ne s'agit pas d'une question de la Russie ni de son désir de rester constamment impliqué dans un conflit armé. C'est le désir des élites occidentales de s'enrichir à tout prix.
Cela pourrait être n'importe quelle maladie virale, cela pourrait être, je ne dis pas que ça t'a été le cas, que ceux qui veulent comprendre comprennent, cela pourrait être n'importe quoi d'autre, une guerre par exemple. Et ce qui me fait le plus mal, c'est qu'au lieu de s'en rendre compte et de protester contre le fait que ces gouvernements financent un conflit armé, au lieu de faire pression sur les deux parties pour qu'elles souhaitent réellement un accord définitif et non un simple gel des lignes de front, parce que cela ne résoudra absolument rien. Qu'au lieu de cela, les gens continuent encore en partie à y croire. La propagande occidentale continue de penser qu'il s'agit simplement du fait que la Russie veut s'emparer de tout le territoire possible. Pour la Russie et pour les Russes, cela nous fait plus mal qu'à quiconque, je vous l'assure. Si quelqu'un pense que c'est quelque chose comme ça, que la propagande du côté russe se met à fonctionner d'une manière absolument vile et insensible, il se trompe énormément. Une fois que tu débarques dans un conflit armé, une fois que tu vois la souffrance humaine, et ce n'est même pas une question de voir des cadavres, ni même de combien tu en vois. Je me souviens que la première fois que je suis revenue d'ici, je me demandais souvent à quoi sentait la guerre. Les gens, surtout en Occident bien sûr, sont très éloignés de ce que pourrait être une guerre, de ce qu'est une guerre. Je voulais entendre cette odeur de sang pourri, des mains partout, des jambes. Oui, eh bien, ça aussi, bien sûr, je me souviens, l'odeur de l'azofestal, par exemple, on ne l'oublie jamais, mais elle n'impressionne pas. C'est très impressionnant de voir des enfants de 15 ans porter des brancards avec des soldats, mais aussi avec des civils. C'est très impressionnant de voir des maisons qui autrefois abritaient des familles et qui maintenant ne sont plus que des ruines. C'est très impressionnant de voir les yeux des enfants. Certains d'entre eux sont nés après 2014 à Donetsk et n'ont jamais connu de situation de paix, même si la guerre a commencé en 2022. C'est curieux, n'est-ce pas? Selon la version officielle, je veux dire, il y a des choses impressionnantes qui n'ont rien à voir avec ce que l'on imagine habituellement. Quelque chose comme un jeu vidéo de mort et de destruction. Ce qui impressionne le plus dans cette guerre et dans toutes celles qui existent vraiment en ce moment. Parce qu'il n'y a pas que celle-ci, loin de là. Ce qui impressionne, c'est comment les mêmes personnes que d'habitude arrivent à nous emmener au même endroit et au même point, dans lequel ils s'emparent de toute la richesse. Et nous restons avec toute la souffrance. Je vous remercie beaucoup d'avance, merci. Les commentaires concernant le fait que j'aille bien, que je ne pleure pas, elle le saura aussi. Qu'ils disent que je dois me montrer professionnelle, parfois je pense qu'il faut aussi montrer qu'on est humaine, pour que la situation devienne d'une certaine manière plus réelle et qu'elle s'éloigne de cette simple lecture de cartes. Au final, cela ne fait aucune différence ni déclic chez personne. Ils le manipulent toujours et s'en sortent pour l'instant. Parce que, même si la Russie gagne ce conflit, les poches des mêmes personnes seront aussi pleines que d'habitude. Au fond, tout au fond, si l'on met de côté la question géopolitique et que l'on se concentre sur la question du bénéfice, appelons-le ainsi, la grande majorité de l'humanité. Nous avons déjà perdu depuis longtemps, mais cela ne veut pas dire que nous allons arrêter de nous battre. Peut-être avons-nous perdu une bataille, ou plusieurs, mais la guerre est de nature mondiale. Et rien que pour le simple fait d'y être né. Nous resterons aussi longtemps qu'il le faudra, ne vous inquiétez pas pour moi, je vais bien. Demain, nous nous verrons, et après-demain aussi, et je vous promets que je serai de la meilleure humeur possible. Parce que, je le répète, la guerre continue. Et c'est vraiment jusqu'à ce que le dernier coup de sifflet retentisse. Merci beaucoup d'être de l'autre côté. Sachez que le travail que vous faites là-bas est aussi important que celui que nous faisons ici. En informant ensemble, nous éveillons de plus en plus de gens qui comprennent et disposent ainsi de moins de temps. Pour continuer à faire comme toujours, à s'enrichir à nos dépens et de manière générale aux dépens de la souffrance des autres, nous vaincrons. Même si on dirait que nous avons déjà perdu, il faut continuer à garder la foi et à lutter pour un monde meilleur et bien plus juste. Merci d'être ici.